Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La neige poursuit son offensive dans le nord et l'ouest de la France, provoquant d'importantes perturbations sur les routes et les rails. Retour dans ce journal sur une journée de galère et le point sur la situation de vos conditions météo demain. À Dijon, François Hollande fait l'éloge de la vitesse. Nous devons aller plus vite et réduire les lourdeurs administratives qui freinent la croissance, prévient le président. Il appelle aussi les Français à ne pas se laisser envahir par une certaine torpeur qui pourrait saisir les esprits dans ce contexte de crise. Les détails dans un instant. Et puis, première fumée du conclave, et sans grande surprise, elle est noire, signe qu'il n'y a pas eu de majorité requise des 2/3 pour désigner le prochain pape. Les votes vont donc se poursuivre dans le huis clos de la chapelle Sixtine. On en parle avec de nombreux invités en notre compagnie et nous nous intéresserons en particulier au pouvoir et à l'influence politique du pape. Les secrets de la diplomatie du Vatican, c'est le thème de notre débat ce soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le retour à la normale sera difficile et long, a prévenu le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. La neige poursuit son offensive dans le nord et l'ouest de la France, provoquant d'importantes perturbations sur les routes et les rails. La SNCF annonce des mesures exceptionnelles pour héberger les voyageurs bloqués. Retour sur une journée de pagaille avec Sophie Normand. Jamais la pagaille n'aura atteint un tel niveau en France. Les chutes de neige exceptionnelles ont paralysé le nord et l'ouest du pays, semant le chaos dans les transports jusque dans la région parisienne. TGV suspendus comme ici à Lille, routes et autoroutes ralenties voire coupées, des centaines de voitures bloquées, des pannes d'électricité. En Normandie, l'épisode a même été qualifié d'historique vu son ampleur. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a donc décidé d'activer la cellule interministérielle de crise. Aujourd'hui, il y a un premier objectif, c'est de rétablir l'électricité le plus vite possible pour les 100 000 foyers qui en sont privés. Tous les moyens sont mis en œuvre à cet effet. C'est également un suivi très précis des conditions de circulation sur les routes, dans les transports ferroviaires ou les transports urbains ou périurbains. La perturbation devrait descendre demain vers le sud et l'est. Le trafic des TGV, lui, devrait revenir progressivement à la normale. Mais ce soir, la situation demeurait très problématique dans plusieurs départements, conduisant la SNCF à prendre des mesures d'hébergement. Nous avons décidé d'abord de laisser une dizaine de gares ouvertes en région parisienne, en Nord-Pas-de-Calais, en Normandie. Deuxièmement, de réserver le maximum de chambres d'hôtel disponibles. Nous avons d'ores et déjà plus de 1000 chambres disponibles. Et puis encore, solution de secours, de mettre certains trains couchettes qui sont disponibles dans les grandes gares parisiennes pour que des personnes qui ne pourraient pas rentrer chez elles puissent se reposer. Partout, les préfets recommandent aux usagers de rester chez eux. Dans la Manche et en Normandie, comme ici dans le Nord-Pas-de-Calais, la plupart des établissements scolaires resteront fermés demain. Et après cet épisode neigeux exceptionnel, le nord-ouest et le nord du pays retrouveront un temps plus variable, plus calme aussi, avec quelques petites averses de neige encore possibles, mais de plus en plus froid. Et les gelées seront sévères, -3 à -8 degrés au lever du jour, de la Normandie à l'Île-de-France, voire -10, -13 degrés sur le nord Pas-de-Calais. Attention au regel donc, les voies de circulation seront glissantes et au cours de la nuit, les chutes de neige vont se décaler doucement en s'atténuant vers le sud et l'est du pays, s'étendant en fin de nuit du Poitou-Charentes aux régions du nord-est. Dans l'actualité politique à présent, le président Hollande fait savoir publiquement que l'objectif de déficit de 3% ne sera pas atteint en 2013. Il estime qu'il devrait s'établir autour de 3,7% du PIB. Dans un discours prononcé ce matin depuis Dijon, François Hollande fait également un éloge de la vitesse. Nous devons aller plus vite et réduire les lourdeurs administratives qui freinent la croissance, prévient le président. Il appelle aussi les Français à ne pas se laisser envahir par une certaine torpeur qui pourrait saisir les esprits dans ce contexte de crise. Je vous propose de l'écouter. Un État fort, c'est un État simple. Un État puissant, c'est un État rapide. Un État efficace, c'est un État qui fait confiance et qui inspire confiance. Et c'est cette conception-là de l'État qui doit jouer tout son rôle, mais en changeant ses méthodes, ses procédures et ses approches, que nous pourrons avoir nous-mêmes la responsabilité de la sortie de crise.
Le chemin que je propose, c'est celui qui permet d'avancer. D'avancer en respectant à la fois l'équité et la compétitivité, la solidarité et l'efficacité. C'est ainsi que nous marcherons ensemble, sans écarter quiconque, sans laisser personne de côté. Alors, en venant à Dijon, je suis sur ce chemin. Et toujours depuis Dijon, François Hollande a rencontré les élus ruraux qui ne sont pas les moins inquiets des coupes budgétaires imposées aux collectivités locales. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Il voulait un contact direct avec la population hier, place aujourd'hui à l'écoute des élus. Mais pas question d'uniquement les rassurer. François Hollande leur rappelle que les collectivités participeront aussi à l'effort national. Côté élu, on y est prêt, mais à certaines conditions. Moi je pense qu'on peut faire un peu plus aussi, mais il ne faut pas étrangler non plus les petites communes. On veut bien, communauté de communes, prendre un peu plus de compétences pour soulager les communes, mais il faut aussi nous donner les moyens. Face à lui, des élus inquiets sur de nombreux sujets, notamment la question des rythmes scolaires. Je pense qu'on aurait pu prendre un peu plus de temps pour se préparer et pour surtout donner la possibilité aux collectivités locales de se préparer. J'ai simplement dit au président de la République hier que la base, puisqu'il est venu pour entendre la base que je représente, puisque je suis une élue locale, est pour cette réforme, mais pense que ça va un peu vite. Réalistes sur le gel de leur budget, c'est donc par d'autres moyens qu'ils souhaitent être accompagnés. Quand on nous demande de faire des efforts, je pense qu'on est toujours d'accord à la condition que ça soit du donnant-donnant. Donc oui, moi j'attends qu'il nous écoute, qu'il écoute nos propositions aussi, puisqu'on a des idées, parce qu'au quotidien, on a les mains dans le cambouis tout bêtement. Je pense que c'était vraiment une inquiétude forte, une inquiétude dont on a besoin absolument d'être rassuré et surtout de nous laisser un petit peu faire et travailler au redressement de toute la France et notamment de son pays rural. Laisser faire les élus, cela peut être en simplifiant les normes, en leur accordant un véritable statut ou encore en leur donnant un droit à l'expérimentation dans les collectivités. L'objectif d'aujourd'hui était d'écouter, reste à savoir si leur message débouchera sur du concret. Et les responsables politiques de droite ont multiplié les critiques sur le déplacement de François Hollande à Dijon. Hier, sur notre plateau, l'ancienne ministre Michèle Alliot-Marie a dénoncé, je cite, un président qui ne sait pas où il va. Nathalie Kosciusko-Morizet a quant à elle évoqué aujourd'hui un tour de France de la propagande et de la mise en scène. La suite du 22h avec dans un instant notre page spéciale autour du conclave. Ces mystères, ces secrets pour la désignation du pape. Nous insisterons en particulier ce soir avec nos invités sur le rôle politique du pape. Quelle est son autorité politique et diplomatique? Jean-Paul II a eu une influence réelle sur la chute du mur de Berlin. Benoît XVI a lancé une réflexion sur la crise et la mondialisation. Alors qu'en sera-t-il pour le prochain pape, ce chef d'État, pas comme les autres? C'est juste après le tour de l'info de Mounir Soussi. Regardez. Jugé en appel dans l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris, Jean Tibéri est condamné à 10 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Son épouse, Xavière, écope de 9 mois de prison avec sursis et 2 ans de privation des droits civiques, 16 ans après le début du scandale des faux électeurs. Selon Libération, Jean Tibéri déposera demain matin un pourvoi en cassation. Une agence de l'ONU accuse des soldats maliens de s'être livrés à des exactions depuis le début de l'intervention française. L'enquête du Haut Commissariat aux droits de l'homme évoque des représailles des troupes envers des populations touaregs, peuls et arabes, supposées proches des djihadistes. Des violences encouragées par des messages de haine dans certains médias. Le ministre de la Justice malien invoque des faits isolés et assure que les coupables seront poursuivis. Nouvelle illustration du malaise en Tunisie. Un homme de 27 ans s'est immolé aujourd'hui sur l'avenue Bourguiba, la plus fréquentée de Tunis. C'est arrivé à cause de la situation dans le pays. On n'a plus les moyens de manger ou de boire. Les dirigeants sont les seuls à pouvoir vivre. Ailleurs, les gens progressent, mais nous reculons. Au même moment, le nouveau gouvernement était devant les députés pour se soumettre à un vote de confiance du Parlement. Le Premier ministre, Ali Larayed, annonce que la mission de son équipe prendra fin avant décembre 2013.
Le Conseil des ministres va examiner demain plusieurs projets de loi de réforme constitutionnelle. Réforme du Conseil supérieur de la magistrature, suppression de la Cour de justice de la République font partie des thèmes retenus. Le droit de vote des étrangers et le statut pénal du chef de l'État ne sont pas à l'ordre du jour. Ces promesses de campagne trop clivantes menacent la majorité des 3/5 nécessaires au Congrès. Congrès qui devrait se tenir fin juillet ou en septembre. Après avoir annoncé une baisse de 3 milliards d'euros des dotations des collectivités locales pour les années 2014-2015, le Premier ministre a reçu les représentants des élus. À la suite de cet entretien, Jean-Marc Ayrault a annoncé que le gouvernement garantira 20 milliards d'emprunts à taux bonifiés pour les collectivités. Le conclave vient de débuter au Vatican. Pour Menegol, pas besoin d'attendre la fumée blanche. Quand il s'agit de désigner un dirigeant en Italie, Silvio Berlusconi, rebaptisé Silvio XVII, n'est jamais loin. Et nos invités dans le 22h ce soir, je vous les présente avec plaisir. Christian Cambon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénateur UMP du Val-de-Marne et vice-président du groupe France sans siège. Avec nous également le père Guy Gilbert, bonsoir. Bonsoir Sonia. Merci d'être en notre compagnie. Oh, malgré la neige. Et oui, c'est un miracle que vous soyez là. Non, mais c'était un peu chiant avec la route. Ouais. Hein. Oui, c'est dit d'une autre manière. C'était très fluide. Mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Avec nous également le journaliste du Figaro et essayiste Alain Gérard Slama. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Pierre Denis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le directeur de la rédaction de La Vie. Messieurs, avant de vous donner la parole, retour d'abord sur une première fumée du conclave et sans grande surprise, elle est noire, signe qu'il n'y a pas eu de majorité requise. Des 2/3 pour désigner le prochain pape, les votes vont donc se poursuivre dans le huis clos de la chapelle Sixtine. Et auparavant, il y a eu aujourd'hui l'ultime procession religieuse qui a conduit les princes de l'Église, les cardinaux, en conclave. Ils sont, depuis cet après-midi, coupés du monde pour élire le prochain pape avec pour unique horizon les fresques de Michel-Ange représentant le jugement dernier, Tantra Nui. Première fumée du conclave. Elle est noire. Il n'y a pas eu la majorité requise pour désigner le prochain pape. Les 115 cardinaux vont donc continuer à voter dans le plus grand secret. Plus tôt dans l'après-midi, les lourds battants de la chapelle Sixtine se sont refermés sur eux. C'est ici, sous les fresques de Michel-Ange, qu'ils sont enfermés à clé durant toute la période du conclave. Les personnes non autorisées à participer à cette réunion à huis clos ont quitté les lieux. Toute communication des cardinaux avec l'extérieur est strictement proscrite sous peine d'être excommunié. Alors, la main posée sur l'évangile, chacun d'entre eux a juré de garder le secret absolu sur toute l'élection du souverain pontife. Un moment historique partagé dès ce matin avec de nombreux fidèles venus par milliers place Saint-Pierre pour assister à la messe dite d'élection. Une messe qui réunissait l'ensemble du Sacré Collège et au cours de laquelle tous ont été appelés à faire unité autour du futur pape. Dès demain, il y aura 4 votes par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi. Tous les bulletins seront brûlés en fin de journée. La fumée noire s'échappera si aucun pape n'est élu. En cas d'élection, elle sera blanche. Selon les vaticanistes, le conclave devrait être court, de 2 à 4 jours au maximum. Voilà, la chapelle Sixtine, c'est dans ce lieu superbe de beauté que les cardinaux choisiront le futur souverain pontife, un lieu où Jean-Paul II disait, je cite, que tout contribue à faire sentir la présence de Dieu. C'est le cas, mon père ? La présence de l'Esprit Saint. Les gens sont cons. Ils estiment que l'élection, c'est comme François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est totalement différent. Des gens vont être ensemble, vont choisir, mais l'Esprit Saint va influer. Ça, les gens ne le savent pas. Et c'est très important de le dire. Mais dites-moi, la fumée blanche, quand elle viendra, est-ce que c'est la parole de Dieu ou est-ce que c'est les intrigues des hommes ? Non, non. La presse People nous bassine avec ces intrigues de gays cardinaux, de tout ce bordel-là. On nous a ensemencé tout ça avant les élections. Et ce qui est dégueulasse, c'est simplement des hommes qui sont d'une grande intelligence, ils sont 115, et ils vont décider ensemble. Et je pense que l'Esprit Saint, c'est comme ça que Jean XXIII est né, c'est comme ça que Jean-Paul II est né. C'est comme ça. L'Esprit Saint a une force formidable en Église, et ça, il faut le dire, je crois. Ouais. Je crois dans la force de l'Esprit Saint, mais je ne pense pas que la politique soit une chose sale. Dans l'Église, on a une espèce de suspicion vis-à-vis de la politique, comme si c'était vraiment quelque chose de pas propre. Il y a une dimension politique. Dans le métier de pape, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension spirituelle et il y a une dimension politique. C'est
C'est aussi un chef d'État et le Saint-Siège est une autorité internationalement reconnue et importante. Je crois qu'elle a deux dimensions et c'est ça qui fait la singularité c'est la singularité de cette élection. C'est ça, c'est ce mélange entre le spirituel et le politique. Oui, mais dans le bon sens du terme. l'essentiel, c'est spirituellement. Certainement. Ah, c'est le spirituel. Christian Cambon, et c'est un événement mondial. Des millions de fidèles scrutent cette fumée, regardent et attendent. Oui, moi je trouve ça très significatif parce que tout le monde dit que les religions, la religion catholique, etc., tout ça n'a pas d'importance, ce sont des histoires du passé. Et puis dès qu'il se passe un événement de cette importance, le monde entier a les yeux fixés sur Rome. Alors je pense que ça tient effectivement à la procédure, qui est une procédure qui date de plus de 1000 ans, ce qui est tout à fait émouvant quelque part. C'est une procédure lente, qui est tout à fait contrastée par rapport à ce qu'on connaît nous lors d'autres élections, parce que ce n'est pas effectivement une élection. Je pense que c'est assez différent. Ça a la forme d'une élection, mais c'est quelque chose de beaucoup plus religieux. Et il faut rentrer dans cet événement pour peut-être mieux le comprendre. Et je pense que à ce moment-là, on peut effectivement mieux saisir ce qui est en train de se passer, mais le monde entier va être intéressé par le résultat. Alain Gérard Slama. La pression des médias, elle existe. Maintenant, ils sont en conclave, ils sont à l'abri, ils ont cette chance d'être à l'abri de l'Internet, de la presse, de la télévision, etc. Mais jusqu'à présent, j'ai même vu un site qui était avalisé par le Vatican. Choisissez votre cardinal. Autrement dit, donnez-les, vous avez vu ce site. Bon train, alors, c'est pas vraiment des paris. C'était, il faut l'aider par votre prière à se laisser aspirer par l'Esprit Saint. Bon, ça c'est l'Esprit Saint selon Tartuffe, pardonnez-moi. Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait convaincu. En revanche, je suis convaincu d'une chose. Bien sûr, mais je ne serais pas là si je n'étais là pour vous apporter la contradiction, mon père. Mais en fait, ce qui me paraît essentiel dans cette affaire, c'est que ce n'est pas une affaire de dogme, ce n'est pas une affaire d'ancien contre moderne. Ce n'est même peut-être pas nécessairement une affaire d'Italiens contre les autres peuples, les autres nations, mais c'est quand même une affaire de gouvernance de l'Église. Je crois que Benoît XVI, son départ, quelles qu'aient été ses intentions, a fait éclater quelque chose dans le système et oblige ses successeurs maintenant à se poser la question de la gouvernance de l'Église. Je ne veux pas dire la démocratiser, je veux dire être capable de gérer sainement, avec des finances adaptées, en réglant cette question de Vatilix, comme on dit, dont le dossier, vous le savez, est transmis par Benoît XVI uniquement à son successeur. Personne n'a les pièces. Je ne laisse pas tomber ça, parce que ça ne peut pas être absent de l'esprit de ce clergé qui a besoin aujourd'hui d'être à la hauteur du problème posé par la disproportion entre les moyens du Vatican et son rayonnement. Dernier mot qui vous fera plaisir. Dernier mot qui vous fera plaisir. Jamais l'Église ne s'est mieux portée dans l'histoire si on prend le problème, l'Amérique latine, si on prend l'Afrique et l'essor de toutes ces églises-là. Moi, ce que je rêve, tu vois, le problème est aussi politique. Je rêve d'une chose. Quand je vois la pompe extraordinaire, l'or, le truc et tout ce truc-là, moi j'en suis malade. Parce que Jésus-Christ n'était que le Fils de Dieu. Et il était pieds nus. Vous demander, les jeunes, les plus démunis que vous représentez souvent, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce décorum? Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Alors, écoute, les pauvres. Dans toutes les religions, il y a des rites, il y a des... Nous sommes la religion catholique. Jésus-Christ était un pauvre, marchait les pieds nus. Et il allait de route en route. Je te dis... Attends. Quand je suis avec des loupards, parfois, à une grande cérémonie, ils me disent... Je dis que l'Église est pauvre et qu'ils sont pauvres et que moi je suis pauvre et que quand ils voient l'or sur l'autel, ils voient tous les calices en or. Mais c'est pas l'or du pape ni l'or des cardinaux. Si on ne vit pas avec les pauvres, on accepte ce devoir. Allez, Jean-Pierre Denis et Christian Cambon. Votre discours un peu réducteur. Non, pas réducteur. Si, je le trouve réducteur. Je vais expliquer pourquoi, si vous me laissez répondre. Qu'est-ce qui va... Attends, je le trouve réducteur. Qu'est-ce qui va à l'Église? Parce que je ne vois pas... C'est les gens riches d'abord. C'est pas les pauvres sont à la porte. Vous êtes déjà allé en Amérique latine, dans les là où il y a le plus de catholiques, c'est dans les pays les plus pauvres. Alors donc si franchement c'est réducteur simplement parce que une des grandes forces du catholicisme, ça peut peut-être surprendre, c'est un certain sens de la beauté.
Et dans ces célébrations, je ne vois pas de la richesse, si ce n'est la richesse de l'histoire. Mais c'est la grande force aussi de l'Église. Elle s'appuie sur 2000 ans de tradition. C'est sa force. Évidemment, on espère un pape aux pieds nus. Et peut-être que ce sera le cardinal de Boston, qui est un franciscain, Monseigneur O'Malley. Pourquoi pas, ce serait une très bonne chose. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce rite-là, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de profond. Il y a un certain sens du spectacle, il y a un certain sens du mystère, et ça se combine aussi avec l'autre mot dont vous avez peur, qui est la dimension politique. Alors je ne crois pas qu'il faille surestimer les affaires de type. Pour Jésus-Christ, la beauté, c'était les plus pauvres, et c'était la personne humaine. Bien sûr. Et que ce décor, entache terriblement. Je vais juste rappeler qu'il y a encore quelques temps, et c'était encore le cas avec Jean-Paul II, je crois que les cardinaux, dans la villa Sainte-Marthe, étaient vraiment logés dans des conditions très spartiates et très simples et modestes. Donc il n'y a pas que ce décor. Ah non, mais ils ont le droit d'avoir une piole. Ils étaient dans un foutoir incroyable. Il paraît qu'ils crevaient de chaud l'été et mouraient de froid l'hiver. On peut peut-être essayer de dépasser tout ça, parce que franchement, si on réduit ce qui est en train de se passer, qui est un événement dont nous disons tous qu'il a une répercussion mondiale, c'est quand même le patron d'1 milliard de gens, répartis sur 5 continents, ce qui fait de lui 1,2 milliard, ce qui fait une grande différence avec le patron de la Chine, qui lui est sur un seul continent. Là, il est sur les 5 continents. Donc, et de surcroît, c'est effectivement une église qui plonge ses racines dans l'histoire la plus profonde, donc qui porte ses propres rites. Et je pense que les peuples ont besoin, pour leurs prêtres et pour leurs rois, de signes. Et lorsque le président de la République, pardonnez-moi de faire la comparaison, dit « je veux voyager dans un train comme tout le monde », au bout de 3 mois, on s'aperçoit que c'est pas possible et que les gens, ça n'impacte absolument pas. On va juste avancer dans le débat. L'administration du Vatican, c'est une structure extrêmement légère. Il y a 3000 personnes qui travaillent au Vatican. 3000 personnes. Vous enlevez les jardiniers, les gardes suisses, les employés du musée du Vatican, vous comparez avec la ville de Paris ou avec l'Union européenne, 40 000, 50 000 fonctionnaires. Il y a une légèreté de cette structure, un chiffre qui fait réfléchir. Attendez, je voudrais qu'on avance dans le débat. Je vous propose à présent d'aller à la rencontre d'un jeune prêtre. Il officie, vous allez le voir, à l'église Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement de Paris. Il a livré à notre journaliste Fabrice Cunet ses attentes sur le prochain pape. C'est important, regardez. Comme un symbole, à l'extérieur de l'église Saint-Ambroise, le temps semble suspendu. Pour la petite paroisse parisienne, l'attente a commencé ce matin. La désignation d'un nouveau pape est toujours un moment particulier pour la communauté catholique. C'est un événement, on sent vraiment on fait partie de l'église, de cette histoire de l'église qui dure depuis 2000 ans. Et voilà, c'est une étape importante. Un pape, pour nous, c'est vraiment quelqu'un de très important. On est attaché, on a un attachement de fils, de fille au pape. Alors ici, on guette les nouvelles venues de Rome et l'on prépare l'annonce aux fidèles. Il faudra que dès qu'on sait qu'il est élu, mettre un mot pour le... De toute façon, on va mettre son nom et puis on va renvoyer au site du diocèse aussi. Oui, il va vraiment y avoir un truc actif. Tout est prêt, on a prévu le vidéoprojecteur, les cloches, le sacristain qui remplace connaît le fonctionnement et on attend la fumée blanche pour sonner les cloches, inviter tous ceux qui le veulent à venir vivre ce moment de découvrir le nom du nouveau pape. Parmi les 4 prêtres de la paroisse, Jérémy Rigaud est le plus jeune. Après 7 années de formation, il est installé ici depuis septembre. De Benoît XVI, il parle comme d'un compagnon intellectuel. Et aujourd'hui, il attend beaucoup du futur pape. Je serais heureux que le prochain pape continue ce travail de vérité interne dans l'Église. Ce travail d'ouverture aussi envers les autres religions, moi c'est très important. Voilà, le prochain pape ne sera jamais comme Benoît XVI, ne sera jamais comme Jean-Paul II. Voilà. Mon attente principale, c'est quelqu'un proche des gens, quelqu'un qui aime les gens. Aujourd'hui, c'est lui qui va s'occuper de l'office du midi. Et certains repères ont disparu. Donc ici, on est dans la sacristie, le lieu où les prêtres se préparent. Et comme dans toutes les sacristies du monde, il y a la photo de l'évêque du lieu. Donc là, c'est cardinal 23. Et normalement, il y a la photo du pape, mais bon, là, on attend. À 31 ans, le père Jérémy ferait presque figure d'exception dans une église qui se cherche de nouveaux prêtres. À la base de la crise des vocations, il y aura plutôt une crise de foi, une crise de l'engagement. Ça ne touche pas seulement le ministère des prêtres, ça touche d'autres fonctions, d'autres ministères où on doit engager notre vie. Il y a une crise du mariage aussi.
Crise des vocations, diminution du nombre de fidèles, les défis pour le nouveau pape sont nombreux. L'avenir de l'église se joue loin de Saint-Ambroise, suspendu à la couleur de la fumée d'une cheminée romaine. Voilà, on vient d'entendre les attentes du prêtre Jérémie, pour le prochain pape, travail de vérité, travail d'ouverture, proche des gens. Qu'est-ce que chacun d'entre vous attend ou pas du prochain pape, mon père? Excusez-moi, profondément... Et au moment où je vous pose la question... Profondément spirituel. C'est la voix de Dieu, non? Profondément spirituel. Oui. Un type communicateur, un type comme Benoît XVI qui avait une intelligence qui a toujours une intelligence extraordinaire. Et que vous avez rencontré d'ailleurs, on va voir l'image. Que j'ai rencontré. Oui. Et théologiquement, unir les gens, entre catholiques déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, aller vers les autres religions. Disons que Jésus-Christ, Fils de Dieu, ça c'est notre trip. C'est ce que vous attendez. Mais que les autres religions, on peut retrouver des signes avec les autres religions de partage, d'amitié, de tout ce qu'on voudra. Donc le dialogue des religions interreligieuses permanent avec les autres religions pour les rassembler. Christian Cambon. Moi, je pense que c'est important. Ce qui est important, c'est que dans ces temps qui sont quand même très matérialistes, il y ait effectivement des voix fortes qui donnent le sens. Vous savez, c'est comme en navigation. En navigation, les étoiles ne bougent jamais. Vous pouvez vous repérer par rapport à elles, et puis vous pouvez partir dans l'autre sens. Je pense que c'est important d'avoir effectivement des repères. Or, les papes successifs, chacun à leur manière, parlent avec suffisamment de force et de vigueur et donnent un certain sens. Quand le pape Jean-Paul II a pris un enfant atteint du sida sur ses genoux et l'a embrassé, c'était un signe, à l'époque, énorme. Quand le pape Benoît XVI va à Sainte-Sophie rencontrer les autorités musulmanes, c'est un signe très important. Et là, je crois qu'il est aussi dans sa fonction de chef de l'État qui s'appelle le Vatican, de puissance spirituelle. Les deux choses sont mêlées et je pense que son rôle est très important. Même question, oui, Jean-Pierre Denis. La question n'est pas... excusez-moi, mais ce que j'attends, moi, à titre personnel, ce qu'il faut bien comprendre dans cette élection, c'est que ce sont 115 cardinaux qui votent avec une logique qui leur est propre. Et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas 1,2 milliard de catholiques qui votent. Alors l'enjeu, cette fois-ci, il est particulier, c'est rendre le message de l'Église audible et crédible. C'est-à-dire que l'Église a un message extrêmement élevé, extrêmement exigeant. Il n'y a pas de crise et que de donc, vocation ? Non, il y a une crise de la foi dans les pays, européens. Et je dis bien dans les pays européens, parce que ce n'est pas le cas en Afrique, en Asie, en Amérique. Donc le problème est de rendre ce message audible dans une société de communication immédiate et extrêmement simplifiée, et crédible, c'est-à-dire que le message de l'Église étant extrêmement élevé, chaque fois qu'elle n'est pas à la hauteur de son message, on ne la rate pas. Et on dit, effectivement, l'Église est trop riche, l'Église fait la morale, etc. Donc c'est toujours un enjeu de ressourcement, en fait, un conclave. Revenir à l'essentiel de la foi. Monseigneur André 23 dit, dans un système de globalisation culturelle, il faut une Église source principale, organisation qui unit, symbole d'union mondiale. Voilà ce qu'il attend, en tous les cas, lui, du prochain pape. Et vous, Alain Gerassama ? Les peuples iront vers l'homme, et ce n'est pas à l'homme d'aller vers les peuples. Il faut que par sa qualité, par son élévation effectivement morale, il soit de nature et capable de tenir un discours qui soit audible de tous. Ça, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais cela dit, il faut aussi un homme qui ait la stature de ses deux prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il soit capable de remettre le Vatican à la hauteur de sa mission mondiale. Car le catholicisme renaît non seulement en Europe, mais aussi et surtout dans le reste du monde. Et c'est là le vrai problème. Il faut donc, vous savez, une institution par nature est conservatrice. Elle a toujours peur du nouveau qui va déranger les choses. Si le nouveau dérange les choses en matière de dogme, il sera à côté de la plaque. S'il dérange les choses en matière d'organisation et en matière finalement de répartition des fonctions et des rôles à l'intérieur du Vatican, avec une fonction du pape qui soit d'abord d'impulsion et de symbole, alors à ce moment-là, peut-être qu'il sera l'homme de l'Esprit Saint. Là-dessus, on est servi. Ça fait longtemps que les discours des papes dérangent les choses. Sur la morale privée, sur le respect de la vie, sur la régulation du capitalisme financier. Quand on voit le rôle de Jean-Paul II dans la chute du mur de Berlin, et cependant il n'a pas envoyé de division, il n'a pas envoyé de division vaticane, et cependant je pense qu'il était un élément essentiel. On change évidemment de la curie. C'est un bordel noir, on le sait bien. Et c'est au Karcher, qu'il faut le nettoyer. Il faut un pape, un chef, qui dise à la curie, à ses lieutenants, nous allons prendre telle direction, etc. Et qu'il y ait une transparence beaucoup plus grande qu'avant.
au Karcher. Beaucoup de travail. Alors, messieurs, méfiez-vous, Père, parce que la dernière fois que quelqu'un a utilisé le nettoyage au Karcher, ça lui a pas fatalement porté chance. Je me souviens. Moi, je crois pas. Pour une fois, le Figaro était d'accord avec moi. Je ne dis jamais le Figaro, toujours le Monde. Messieurs, nous n'allons pas nous livrer ce soir au jeu des... Non, vous n'avez pas entendu la fin de la phrase. Nous n'allons pas, si vous me permettez, nous livrer ce soir au jeu des pronostics parce que nous ne savons pas qui va sortir du chapeau. Mais je voudrais qu'on insiste ce soir et on va en parler sur le rôle politique et diplomatique du Vatican. Et je vous propose à présent d'évoquer ce rôle et quelle est sa réelle influence. Cette fumée blanche est-elle aussi le signe de l'élection d'un nouveau chef d'État, peut-être un chef pas comme les autres? On en parle juste après cet extrait d'un documentaire passionnant intitulé « Le vrai pouvoir du Vatican » de Jean-Michel Meurice qui a été diffusé sur Arte. Le réalisateur, vous allez le voir, s'est plongé dans les archives pontificales. Regardez. En 1896, un opérateur des Frères Lumière est au Vatican et filme le pape Léon XIII. Le cinéma vient à peine de naître. Deux personnages attirent tous les regards. Le pape, bien sûr, et ensuite celui qu'on ne voit pas, l'opérateur, dont il regarde intriguer le manège avec sa curieuse boîte à manivelle. À quoi ça sert? Le pape est un monarque élu, chef d'une institution millénaire qu'on appelle le Saint-Siège, et qui administre toute la vie de l'Église. Autour du pape, ce qu'on appelle la curie, ses ministres, plus d'une vingtaine de cardinaux, composent le gouvernement du Saint-Siège. Aucun parlement, aucun contre-pouvoir. Tout vient du pape et tout remonte au pape. Et à son bras droit, le secrétaire d'État. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui d'un pouvoir aussi concentré que celui-là. Tout vient du pape et tout remonte au pape. Y a-t-il un exemple aujourd'hui d'un pouvoir aussi concentré que celui-là, mon père? Je ne crois pas. Simplement, je peux te dire une chose, c'est que j'ai été invité 2 fois au Vatican. Une fois, Nicolas Sarkozy m'avait demandé de venir avec lui quand il était en visite d'État. Bon, c'était le sommet. Je n'ai rien demandé, il m'a demandé de venir, je suis venu. La deuxième fois, ce sont les gardes suisses qui m'ont invité. 3 jours, j'ai pu voir les jardins du Vatican, là où allaient les papes les uns par les autres. Ça a été fantastique pour moi. Ceux qui servent par 40 degrés de chaleur, qui sont dehors partout. Et j'ai passé un moment merveilleux. À la fin, ils m'ont dit, écoute, tu nous as vus servant le pape, maintenant, va le voir. Et je l'ai vu pour la deuxième fois. C'était un moment merveilleux. Je me souviens toujours, j'ai dit à Benoît, j'ai dit, Père, ah oui. Vous l'avez pas tutoyé quand même? Si, Père, ce qui est de merveilleux, ce que tu as fait, c'est d'aller à Istanbul, oui, dans la mosquée bleue au milieu des musulmans. Et j'ai vu ses yeux brillants de joie de ce moment-là. Alors, Jean-Pierre Denis, le pape, c'est un monarque. Est-ce que c'est un monarque élu? Il n'y a pas de... Bien sûr, c'est une monarchie élective. Mais évidemment, quand on agite ce mot monarchie, c'est tout de suite considéré comme quelque chose de rébarbatif. Moi, j'observe d'abord que c'est la plus vieille institution du monde. On peut comparer avec une autre institution extrêmement ancienne, qui n'est pas une monarchie, mais qui est un empire, l'empereur du Japon, qui prétend remonter à la nuit des temps, qui remonte, disons, au 7e ou au 8e siècle. C'est une institution qui fonctionne, et qui fonctionne de manière un petit peu paradoxale. Parce que quand on parle du pouvoir des papes, quand on parle d'un pouvoir extrêmement concentré, c'est vrai, dans l'Église catholique, tout remonte au pape. Et en même temps, il y a très peu d'échelons hiérarchiques dans l'Église. Il y a les fidèles, il y a les prêtres, il y a les évêques, il y a les cardinaux, il y a le pape. Comparé avec n'importe quelle structure internationale, avec la structure de n'importe quel État, vous aurez des dizaines d'échelons. Aussi... Dans l'Église catholique, en réalité, il n'y a pas tant de concentration qu'on le croit. Mais c'est aussi, Christian Cambon, un pouvoir inégalé, parce qu'il y a le réel et grand pouvoir sur les âmes, peut-être, probablement, sûrement, sur les fidèles, sur les consciences, mais sur les actes des hommes. Est-ce qu'il n'y a pas une illusion du pouvoir? Moi, personnellement, je ne pense pas. D'abord parce que c'est un véritable État, même s'il est microscopique, mais il a un pouvoir d'influence considérable. Je rappelle que la diplomatie vaticane est une des mieux informées du monde. Les nonces apostoliques sont une ressource formidable, non pas de renseignement au sens militaire du terme, mais de meilleure connaissance des sociétés dans le monde entier.
Et par ailleurs, on sait très bien, et nous suivons cette activité, que le Saint-Siège a une activité diplomatique forte, y compris et toujours dans le sens de la paix et du dialogue. L'intervention de l'Église est tout à fait importante et conséquente dans ce domaine. Donc je pense que le pouvoir spirituel ne se mesure pas aux forces en présence. C'est la fameuse phrase de Staline, le pape, combien de divisions? Voilà. Alors il n'y a pas de division, il y a des âmes, et il y a aussi des gens qui le respectent. Il y a des gens qui ne sont pas catholiques et qui respectent le pape. Pourquoi tous ces chefs d'État, lorsqu'ils sont à Rome, font des pieds et des mains pour être reçus par le pape? Et y compris des gens qui ne sont pas suspects de... Pas encore, mais François Hollande a un problème avec l'Église catholique, manifestement. Pour chacun des papes, on sait que Carole Wojtyła, Jean-Paul II, a une influence réelle sur la chute du mur de Berlin. Bien évidemment. Contre le communisme. Benoît XVI. Ce que tu dis est très bon. Le pape peut avoir une influence politique énorme, on peut voir, mais malheureusement, je dirais que le matérialisme athée est aboli. Et le problème du pape actuel, c'est d'être en face du capitalisme de nos pays, là, qui sont infiniment plus importants, qui font que Dieu est sapé complètement, et au niveau spirituel... on va juste sur Jean-Paul II, parce que le dernier maître du communisme, le dernier maître communiste du Kremlin, avait rendu hommage à Jean-Paul II. Il avait dit rien de ce qui s'est passé en Europe de l'Est n'aurait été possible sans la présence de ce pape. C'était Mikhail Gorbatchev qui disait cela, de Jean-Paul II. Il a eu un rôle politique incroyable. Oui, alors il y a des papes qui ont un pouvoir colossal, d'autres beaucoup moins, qui est lié à leur rayonnement spirituel. Mais il y a cette particularité tout à fait étrange, c'est qu'au fond, les États ont assez peu de pouvoir sur la politique du Vatican, mais qu'en revanche, la politique du Vatican a énormément de pouvoir et d'influence, en tout cas, sur la politique des autres États, à travers en particulier, bien entendu, l'existence des fidèles et la pression des fidèles. Léon XIII, dont vous parlez, a joué un très grand rôle pour réconcilier. Je ne pas parler de honte. Non, mais qu'on a montré tout à l'heure. Oui, d'accord. Oui, mais donc je pense que vous ne le désavouez pas. A joué un grand rôle pour réconcilier les catholiques français avec la République. Et même d'ailleurs avec le capitalisme, ce qui est en tout cas le cas de Jean-Paul II, c'est certain. Donc, mais bien sûr que si. On ne peut pas ranger Jean-Paul II aussi simplement que cela dans un camp. Dans l'acception où vous entendriez le capitalisme comme un système de domination. Jean-Paul II a été assez déçu, au fond. Il a été assez déçu parce qu'il a vu survenir en Pologne après la les papes ont un langage de partage, de solidarité. Ils engueulent le capitalisme. Jamais on a entendu un pape dire mettez-vous de l'argent dans les poches. Il dit au contraire de le partager. C'est très important. Si vous entendez le capitalisme dans cette acception-là, mais bien sûr que non. Certains pratiquent comme ça, en tous les cas. Oui, évidemment. Il y a 50 nuances de capitalisme. La doctrine sociale de l'Église n'est pas toute l'Église. Monsieur Alain Jarre-Samin, que le temps passe vite en votre compagnie, c'est passionnant. On arrive malheureusement à la fin de cette discussion. Je voulais vous demander, à chacun d'entre vous, quel défi vous souhaitez que le prochain pape relève en priorité, mon père? En priorité? Oui. Qu'il passe au Karcher la curie, qu'il donne à tout ce brain trust qui le suit une transparence que n'ont pas les chefs d'État, heureusement. Malheureusement, ils n'ont pas. Les hommes politiques ne l'ont pas. Il faut qu'on ait ça. Il faut qu'il ait un enseignement qui soit communicatif. Il faut qu'il connaisse bien les cultures différentes. Et il faut qu'il soit un type extrêmement profond et aussi humble que Benoît XVI était. Jean-Pierre Denis. Qu'il trouve une réponse au matérialisme de notre époque. On a parlé du matérialisme communiste. Aujourd'hui, on est dans un matérialisme capitalisme. Et l'enjeu pour cela, c'est de faire un ressourcement spirituel de l'Église catholique. Ressourcement spirituel, ça veut dire que ça ne dépendra pas seulement du pape, parce que ça dépendra de 1,2 milliard de catholiques. Le grand changement décisif, historique dans les religions, c'est que désormais les religions ne sont plus reçues, elles sont choisies, en particulier le christianisme. Donc ça ne viendra pas tout du pape. Christian Cambon. Moi, je souhaite qu'il porte très haut et fort ce message de partage et d'amour. Moi, je m'occupe ici beaucoup de coopération nord-sud, de grandes difficultés des peuples les uns face aux autres. Et je pense qu'on a besoin d'une puissance spirituelle, avec le niveau d'un chef d'État, qui puisse effectivement donner ce message, car ils ne sont pas si fréquents, ceux qui le donnent. Et pour conclure, Alain Jarre-Samin. Qu'il remplisse pleinement son pouvoir spirituel, c'est bien assez, et qu'il se mêle le moins possible d'économie et de politique. Mon père reçoit un SMS, peut-être une information, non, sur le conclave? Non, la fumée jaune, la fumée blanche n'est pas apparue. Moi, j'aime beaucoup l'Église, j'aime beaucoup le pape.
qu'un pape soit saint, soit vrai, et si possible marche les pieds nus comme le premier. Mais là, il va mettre ses chaussons rouges, à mon avis. Mais merci. Peut-être pas, peut-être pas. Merci, Vous aussi, vous en avez tous les une cas, tenue d'avoir été avec nous, Oui, messieurs. mais Merci elle est beaucoup. beaucoup moins C'était chère, passionnant, les je l'espère, pour nos téléspectateurs également. Je vais vous remercier à tous de nous avoir accompagnés. Et nous allons évoquer à présent ce conclave 2.0. Oui, c'est un conclave qui a provoqué un très grand intérêt sur le web et les réseaux sociaux. Déjà, Benoît XVI avait initié ce mouvement, premier pape sur Twitter. Avec son compte Pontifex, les cardinaux ne sont pas en reste, mais ils ont tous envoyé leur dernier tweet hier soir. Aujourd'hui, ils sont connectés seulement avec Dieu, mais Twitter et Facebook bruissent de rumeurs. On en parle avec Caroline Deschamps pour la chronique Net d'info. C'est tout de suite. Et j'accueille avec plaisir Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors l'élection du pape fait aussi évidemment le buzz sur le web. Top of the Pop, le conclave est aussi à portée de souris et disponible sur nos smartphones, enfin presque, puisque le mystère doit rester entier. Et si querelle byzantine il y a, nous n'en saurons rien. Du côté de Twitter, interdiction absolue de gazouiller pour les cardinaux enfermés dans la chapelle Sixtine, sous peine d'excommunication. Et alors pour éviter tout risque que le nom du pape se retrouve sur les réseaux, un système de brouillage a été mis en place. Les cardinaux twittos ont donc envoyé leur dernier tweet hier. Le cardinal américain Roger Mahony écrit, je cite, « Dernier tweet avant de nous installer à la résidence Sainte-Marthe. Priez pour nous ». De même, Pierre Durieux, le porte-parole du cardinal Philippe Barbarin, tweet départ des cardinaux Ricard 23 et Barbarin du séminaire français pour la maison Santa Marta, et maintenant, grand silence. Alors heureusement, les internautes pourront toujours suivre les journalistes qui tweetent, et pour nous faciliter la tâche, le site Le Huffington Post a créé une liste, Conclave 2013. Il y a plus de 5000 journalistes accrédités auprès du Saint-Siège. Oui Sonia, et alors certains stressent, puisque dès que la fumée blanche sortira, il faudra révéler le nom du nouveau pape le plus rapidement possible. Alors l'envoyé spécial de la Croix relate ainsi qu'un confrère américain a suggéré au porte-parole du Vatican d'envoyer un SMS. Alors éclat de rire du père Lombardi, un SMS pour l'Habemus Papam, c'est pas possible même en 2013. Et la communauté catholique n'est pas en reste, Caroline, et sur oui, le web. Et oui, si le silence est imposé pour les 115 cardinaux qui désignent le pape, ce n'est pas le cas pour les cathos 2.0. L'abbé Grosjean, dont je parle souvent sur ce plateau, le prêtre de Versailles, addict à Twitter, s'en donne à cœur joie, non sans une pointe d'humour. Il tweet, je cite, fumée blanche depuis Morzine ce matin, messe pour l'élection du pape avec 90 lycéens. On va peut-être avoir des infos en première. Mon père Gévard est très connecté ce soir avec le conclave. Donc je disais il a tweeté messe pour l'élection du pape avec 90 lycéens, et en fait c'est une photo du refuge avec une fumée blanche. Je ne sais pas si on a vu l'image. Alors, si le mystère demeure sur l'intérieur de la chapelle Sixtine, le Vatican communique à plein sur sa chaîne YouTube avec des vidéos sur Santa Marta, la résidence où les cardinaux sont en train de dormir. À cette heure-ci, c'est sûr. À cette heure-ci, je pense. Ou sur les urnes destinées au vote. Alors, il y a aussi des webcams qui scrutent la place Saint-Pierre. Le conclave et ses à côté sont aussi disponibles dans les smartphones avec une appli iPhone de Pop App, je ne sais pas si vous l'avez. Pas très chrétien, les sites de bookmakers font aussi le plein avec les joueurs qui parient en ligne sur l'identité du nouveau pape. Et puis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les internautes peuvent aussi participer spirituellement au conclave. Plusieurs sites web proposent de prier pour un cardinal, comme missionconclave.com. Vous vous inscrivez, vous choisissez votre cardinal et vous recevez par mail votre prière. Le plus amusant, c'est sur le modèle d'adopteunmec.com. C'est adopteuncardinal.org, et je l'ai fait pour vous, Sonia. Vous avez participé virtuellement au conclave, et votre cardinal n'est autre que João Braz de Avis. J'ai pas un très bon accent brésilien. C'est l'archevêque de Brasilia
qui est présenté comme progressiste, ami des pauvres, et un papa Billy, autrement dit un candidat potentiel et crédible. Je l'ai donc adopté ce soir. Voilà, absolument. Merci de votre cadeau. C'est vraiment un présent. Merci d'avoir pensé à moi, Caroline. Merci beaucoup. Merci mon père. Merci Christian Cambon. Merci Alain Gérard Sama. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, l'émission politique Preuve par 3. L'invité, c'est le ministre Alain Vidalies. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir. Alain Vidalies, le ministre chargé des relations avec le Parlement et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là avec nous ce soir. Un exécutif à la peine avec un déplacement dijonnais du chef de l'État qui ne semble pas avoir tenu toutes ses promesses, une majorité qui donne toujours l'impression de douter, une opposition qui se réveille. Bref, les temps sont durs, hein, monsieur le ministre, et pas seulement pour les Français. Les questions sont multiples, évidemment, ce soir. Suzette Bloch de l'agence France Presse, notre partenaire, et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront pour ce Preuve par 3, réalisé également avec Dailymotion, qui permet aux téléspectateurs de vous interpeller et de réagir. Alors comme si les galères diverses n'étaient pas assez pesantes, l'offensive surprise de la neige paralyse donc une partie du pays. C'est un vrai chaos d'ailleurs, hein, dans certains coins de France aujourd'hui. Et déjà, certains naufragés dénoncent un manque d'anticipation. Que répondez-vous ? Vous savez, d'abord, il y a une situation qui est grave. Le gouvernement a réagi immédiatement. Le Premier ministre a activé la cellule de crise. Et je pense que c'est aussi ces circonstances qui rappellent à quoi servent les services publics. On parlera tout à l'heure du budget de l'État, mais vous voyez, il faut aussi des gens pour déneiger les routes. Il faut des gens pour protéger les Français. Le gouvernement est là pour le faire. Tout a bien fonctionné pour vous ? Je ne sais pas. Je crois qu'à chaque crise... Non, parce qu'il ne faut pas avoir l'assurance que tout est parfait. On a fait tout ce qui était en situation de faire, avec les moyens dont nous disposons. Le Premier ministre dirige la réponse qui est apportée à cette situation-là, mais je crois qu'à chaque fois on s'améliore. Et je préfère d'ailleurs à un certain nombre de critiques un peu extravagantes que j'attends du côté de l'opposition. Ah oui, par exemple, des commissions d'enquête au niveau demander une régional. commission d'enquête. Le mieux, c'est que je fasse répondre quelqu'un de l'opposition à quelqu'un de l'opposition. Et quand M. Bussereau cet après-midi dit que lui, il a été ministre des Transports, et je le cite, et qu'il a été confronté aux mêmes événements, et que la proposition d'une commission d'enquête venant, je crois, de Mme Pécresse, c'est tout à fait extravagant. Au niveau de la région de France. Je crois qu'il dit juste, le gouvernement est présent, on a réagi. Il y a eu 2 réunions aujourd'hui de la commission ad hoc pour répondre à cette situation-là. Et effectivement, le gouvernement est très présent et partage les difficultés des Français. Peut-il mobiliser encore plus de moyens à l'heure où nous parlons ? À l'heure où nous parlons, tous les moyens sont mobilisés, et y compris, il a été envisagé par le gouvernement de surveiller pratiquement à la minute près, la cellule de crise c'est ça, la situation des Français, de chaque Français, les préfets, les services publics dans les départements sont mobilisés. Alors, le chef de l'État à Dijon a dû évoquer la situation, cet épisode neigeux, ce retour en force de la neige. Il a dit qu'il fallait des dispositifs exceptionnels face à des circonstances exceptionnelles. On va reparler quand même de l'objectif politique de son déplacement chez son ami François Rebsamen. Est-ce qu'il a raté ce déplacement à Dijon, selon vous, le chef de l'État, pour reconquérir le cœur des Français? C'est un petit peu l'impression qui se dégage. Est-ce que vous la partagez? Je ne sais pas d'où on tire ce commentaire. Vous savez, quand le président de la République va à Dijon, il décide d'aller, il le dit lui-même, à l'écoute des Français. Ça veut dire que les Français, au contact, à l'écoute des Français, que les Français puissent s'exprimer, qu'ils puissent avoir un contact direct avec lui. Il faut choisir. On ne peut pas lui reprocher de ne pas s'exprimer ou de rester enfermé à l'Élysée, et quand il va sur le terrain, de le lui reprocher aussi. Après, il y a eu 2 ou 3 images dont certains raffolent, pour dire... Non, il y a eu des faits. Un syndicaliste qui est de Sud, qui vient et qui dit « vous tenez pas vos promesses », il a le droit de le dire. C'est le droit de son sentiment, c'est pas vraiment une surprise du point de vue. Oui, mais alors ma question est celle-ci. Est-ce que vous allez demander une enquête pour essayer de comprendre la brutalité des policiers qui ont expulsé Manu Militari, certains opposants qui ont dit alors les promesses elles sont où? Est-ce que l'important c'était la discussion
le discours du président de la République, la réponse à l'inquiétude des Français, ou cet événement avec quelqu'un qui est là au milieu, qui crie ces images qui... Non, mais je vous parle des brutalités policières. Brutalité policière, on a demandé effectivement que ce soit apaisé. Enfin, c'est quelqu'un qui est pris et qui est sorti. C'était des policiers locaux, d'après ce que je sais, mais je n'ai pas... Une maladresse. Une maladresse, c'est possible, oui. Bon, il faut que Manuel Valls le fasse savoir également à ses troupes de son côté. Bon, écoutez, je pense que franchement, je crois qu'il y a eu des incidents plus graves et que je suis assez étonné qu'on fasse une montagne de cet événement-là par rapport à ce qu'était l'attente des Français, l'objectif. On peut critiquer le discours, mais bon... Voilà, c'est l'ère de la communication avec notamment Internet. Hein, il faut en tenir compte. Tout prend une ampleur assez démesurée peut-être. J'en tiens compte, mais c'est pas parce qu'on en tient compte qu'il ne faut pas apporter une nuance à la hiérarchie des faits. Néanmoins, après cette expérience, est-ce que ce type de déplacement prolongé, donc avec une nuit sur place, sera renouvelé? On avait dit à l'Élysée peut-être une fois toutes les 6 semaines. Ben, écoutez, j'espère. Vous espérez? J'espère, parce qu'il ne faut pas que ces incidents-là, et dans tous les cas, je dirais, l'extrapolation qui en est faite aujourd'hui, et les commentaires que je vois ici ou là, décourage le président de la République. Je crois que ce président de la République, François Hollande, il a une image, il a une personnalité propre qui est celle, justement, de quelqu'un qui est proche des Français, qui ne va pas... Il y a surtout des sondages calamiteux en ce moment. On va en parler. Qui ne va pas dans un univers ultra protégé, inaccessible, dans lequel il n'y aurait personne. Cet événement-là montre lui-même, d'ailleurs, que, effectivement, cet homme qui était contre, il pouvait être à l'approche, et il s'est exprimé. On va parler du discours de fond, hein, puisqu'il a affirmé des choses fortes, une orientation, une volonté en tous les cas, mais d'abord sur la popularité. Est-ce que vous estimez que François Hollande est condamné à l'impopularité désormais durant tout son quinquennat? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que l'impopularité d'aujourd'hui, elle s'explique. Là aussi, je crois qu'il faut regarder les chiffres avec attention. Notamment le dernier sondage de Ipsos Le Point, sur lequel on focalise les moins 5 points. D'un coup, d'un seul. Oui. Mais est-ce que vous avez regardé la page de derrière qui porte sur l'ensemble des personnalités politiques? Et ça permet aussi de regarder les choses. Vous voulez dire ça ne profite pas à la droite, vous voulez dire? Ça ne profite pas, et il y a... ça, c'est une leçon politique qu'on doit prendre en compte, c'est-à-dire une suspicion, ou plutôt une suspicion d'absence d'efficacité vis-à-vis de l'ensemble de la politique. Ça, c'est une vraie question. C'est dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. Mais je crois que quand on regarde, c'est plutôt ça la leçon de ce sondage. Alors quand vous entendez dire que, par exemple, Nicolas Sarkozy se pose en recours pour 2017, au cas justement où on pourrait redouter dans notre pays une déferlante populiste, c'est-à-dire Front National. Vous comprenez son attitude? Écoutez, je trouve que sa méthode, d'abord, elle n'est pas d'une franchise totale. Faire une interview, donner une interview sans avoir l'air de la donner tout en la donnant, à travers des propos rapportés qui ne sont pas démentis, je pense que je préfère un discours qui est franc, direct, celui que tient le président de la République et le Premier ministre aujourd'hui en France. D'accord, mais sur la velléité de retour, sur le fond là, de Nicolas Sarkozy, on dit qu'il hésite entre le retour en politique et puis éventuellement la direction d'un fonds souverain du Qatar. Vous lui dites, écoutez, je pense lancez-vous dans les affaires? C'est son problème, premièrement. Et deuxièmement, je ne pense pas que ce soit un message pour la France. Je ne pense pas que ce soit un message pour les Français. C'est un message pour l'UMP et pour ses concurrents, c'est-à-dire que ceux, Bertrand, Fillon et Copé, qui se sentent des ailes et qui commencent à se mettre à un pied d'égalité avec lui, il leur dit halte là de jouer, vous êtes en seconde division, moi je reste en première division, mais à droite. Alors vous dites que François Hollande pourra rebondir dans les sondages d'ici la fin de son quinquennat. On se souvient que François Mitterrand et Jacques Chirac avaient pu rebondir, eux, mais dans une seule circonstance, la cohabitation. Et certains évoquent des élections législatives anticipées. Et la politique fiction n'est pas interdite, mais ça n'a aucune réalité. Dans quelles conditions les Français pourraient retrouver le chemin de la confiance alors qu'aujourd'hui ils sont sur une défiance, mais qui est une défiance vis-à-vis de l'ensemble du personnel politique. Nous sommes dans une situation de crise, nous sommes dans une situation difficile et nous tenons un langage de vérité, mais qui n'est pas un langage de soumission. C'est ça, c'est ça. Nous ne sommes pas là simplement de dire, pour l'instant ça va mal, il n'y a qu'à attendre. Non, nous attendons pas. Ce que nous avons fait en 10 mois, alors on nous reproche de ne pas avoir en 10 mois les résultats, d'avoir réussi à réparer ce que les autres ont détruit en 10 ans, mais depuis, ce que les Français pourraient nous reprocher, c'est de ne rien faire. Ça serait un vrai critique. Nous ne faisons que ça. Chaque jour, nous mettons en place des dispositifs dont certains ne sont même pas entrés en application. Sur le travail, notamment, sur la flexibilité, la compétitivité. Alors justement, surtout sur la compétitivité. Surtout, on va en parler, parce que le texte va venir devant les parlementaires. Je parle de la compétitivité pour les entreprises. Les 20 milliards que nous avons dégagés
Mais puis, il y a le l'accord sur premier chèque a été signé par Pierre Moscovici lundi. Très bien. 350 000 € pour une entreprise de 450 salariés dans le Puy-de-Dôme. Ça, c'est très concret. 4% de la masse salariale mise à disposition immédiatement. Est-ce qu'un modèle pourrait être Gerhard Schröder, qui lui avait décidé de réformes radicales en Allemagne? Il a remis son pays sur de bons rails économiques, mais il en a sacrifié son destin politique. Oui, je pense que c'est pas du tout notre modèle et qu'il faut avoir. Pour François Hollande, on est d'accord. Il faut porter un regard très lucide sur ce qui a été fait en Allemagne. Et la comparaison, en l'occurrence, n'est pas raison. Les résultats, d'abord, la politique elle-même. Notre projet, c'est pas de généraliser les petits boulots à 400 €. C'est même exactement l'inverse de ce qu'on fait dans l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Donc le modèle n'est pas celui de Gerhard Schröder. Et en même temps, les résultats de l'Allemagne aujourd'hui, ça mériterait d'être regardé. Vous savez, la démographie... Les résultats économiques qui sont incontestables. Performance sur le plan industriel. Budget, oui, mais la situation... L'exportation surtout. L'exportation, c'est ça le résultat très fort. La performance industrielle. Mais il y a un lien entre les deux débats. Vous savez, pourquoi l'Allemagne, qui a eu une croissance faible à un moment donné, pourquoi ils n'ont pas licencié? Parce qu'ils avaient une autre méthode pour gérer ce qu'on appelle la flexibilité interne. Et ça, c'est très important. De ce point de vue-là, l'accord qui a été passé en France, il s'inspire un peu de ce constat qui est terrible. Et d'ailleurs, 10 fois plus de chômage partiel en Allemagne qu'en France. C'est-à-dire que les entreprises allemandes, dans la difficulté, n'ont pas licencié. Les gens ont eu du chômage partiel, ils ont eu de la formation, et dès qu'il y a une petite reprise, ils ont ces compétences qui sont là. On parle du fond quand même, de ce discours de François Hollande à Dijon. Est-ce que vous êtes satisfait de l'entendre assumer de plus en plus son positionnement, son orientation social-démocrate quand il s'attaque à tous les blocages de la société? Mais nous sommes social-démocrates, c'est l'engagement, c'est l'alternative qui existe en France. C'est parfois difficile à avouer face aux réticences à gauche. Même au PS. Non, mais nous sommes social-démocrates. Je veux dire, personne au Parti socialiste aujourd'hui, ce n'est pas notre projet de société. Nous ne sommes pas pour une économie administrée. Nous sommes pour une économie qui a besoin d'entreprises. Et nous sommes pour un équilibre dans la situation qui existe aujourd'hui, et notamment que les salariés aient du pouvoir dans l'entreprise. C'est aussi le contenu de l'accord. Et que la croissance, qui est absolument nécessaire, on peut faire toutes les réformes qu'on veut, il nous faut de la croissance, c'est aujourd'hui un objectif partagé. Ah, d'accord. Donc vous êtes, c'est clair, l'exécutif pour un socialisme de l'offre, pour l'innovation, pour la compétitivité des entreprises. Il y a trois objectifs. Le redressement des finances publiques. D'accord, mais je parlais de la compétitivité des entreprises, l'innovation et la priorité à l'emploi. Et c'est pas l'une après l'autre. Ces trois objectifs se conjuguent en même temps. C'est ça la logique et la cohérence de notre politique. Donc le socialisme de l'offre, ça vous va, la social-démocratie, ça vous va aussi? Je ne veux pas le socialisme de l'offre comme étant un objectif indépassable, puisque ça ne veut rien dire. Ça c'est ce que réclame Gérard Collomb, le sénateur maire PS de Lyon. Je veux dire, c'est une partie de la réponse. Mais il ne faut pas opposer le socialisme de l'offre au socialisme de la distribution. C'est un tout. Nous sommes des sociaux-démocrates. Et nous conjuguons l'ensemble de ces objectifs en même temps. Et vous pensez vraiment que viendra le temps de la redistribution au cours de ce quinquennat, comme l'avait promis au bout de 2 ans François Hollande? C'est une question de croissance. Ah, de patience, je pensais que vous alliez dire. Pas de patience, justement. Et vous avez raison de réagir comme ça. Parce que ce qu'on pourrait nous reprocher, c'est de nous dire que c'est une question de patience. On n'est pas là, comme Soran, à attendre que la croissance revienne. Nous mettons en place les outils. La Banque publique d'investissement, ce dont je vous ai parlé sur le crédit compétitivité, ce sont des mesures qui sont prises aujourd'hui et qui entrent en application. Plusieurs questions. Je parle encore de Gérard Collomb. Il dit qu'il faut abandonner l'idée de 75% de taxation sur les très hauts revenus. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. C'est un objectif qui reste. On attend l'avis du Conseil d'État et Jérôme Cahuzac a précisé que de toute façon, le dispositif alternatif, puisqu'il faut qu'on en trouve un autre, sera dans la loi de finances pour 2014. L'UMP a déposé sa première motion de censure. Elle sera débattue le 20 mars. Bon, c'est un exercice classique. Vous avez beaucoup fait ça lorsque vous étiez dans l'opposition. Bien sûr. Bien sûr, c'est normal, l'opposition a des droits et c'est un droit qu'elle exerce naturellement. Le débat politique a lieu au Parlement et c'est tout à fait logique et nous allons y répondre. Vous avez préparé vos arguments. Tout à fait. Bien. Certains doutent du Premier ministre. Mais certains doutent du Premier ministre qui... C'était pas lui d'être à Dijon, par exemple, de s'adresser aux entreprises Non, mais le président de la République ne peut pas rester, lui, tout seul à l'Élysée, qu'il aille sur le terrain. Et le Premier ministre le fait tous les jours. Le Premier ministre, il dirige le gouvernement. Et je peux vous dire que Jean-Marc Ayrault ne ménage pas sa peine ni son temps. Et donc, il est à sa place, il coordonne l'action du gouvernement, il est dans une relation de confiance, c'est très important. Total avec le président de la République. Ça n'a pas changé. Et ça, c'est extrêmement important. Ça n'a pas changé.
Très bien. Et ça, c'est une garantie pour l'efficacité de l'exécutif en France. On va voir un peu quelles sont vos difficultés avec votre majorité, avec l'opposition que vous a entendue. Elle semble même s'intensifier. Déjà, certains parlementaires disent « Oh là là, on va surveiller de très près les choix courageux qu'annonce François Hollande en matière de retraite ». On va en parler avec Suzette Bloch qui est avec nous. Je ne vous parle pas non plus des parlementaires du Front de gauche qui, eux, ne vont par exemple pas voter la loi sur la refondation de l'école. Hein. On voit ça avec Suzette dans un instant, mais d'abord le point. Donc, sur les socialistes qui vous donnent du fil à retordre, monsieur le ministre. Mathilde Bélanger. Expliquer le cap, faire de la pédagogie sur l'action gouvernementale, c'était l'objectif de ces 2 jours à Dijon et pour beaucoup au sein même de la majorité, il était temps. Les parlementaires socialistes sont nombreux à demander plus de clarté à François Hollande. Pour certains, le chef de l'État a péché par excès d'optimisme. Il aurait fallu dire plus tôt la gravité de la situation économique. Je crois que chacun a le sentiment qu'on a peut-être manqué l'occasion l'an passé de dire les choses d'une manière claire et nette et que cette occasion ne repassera pas plusieurs fois. Il faut le faire maintenant, après il sera trop tard. Les parlementaires s'inquiètent aussi de la cacophonie au sein du gouvernement. Dernière en date, la question de la fiscalisation du diesel a vu s'opposer publiquement Arnaud Montebourg, Delphine Batho et Cécile Duflot. Un manque de cohérence pointé